Les experts agricoles. Par la France agricole. Je suis Marie-Astrid Battu et je suis accompagnée d'Éric Young. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Nous allons parler du soja consommé, produit et importé en France. Nous allons nous demander qui en consomme et en quelle quantité, d'où vient ce soja, qu'est-ce que la déforestation apportée par le soja, quelles initiatives ont été prises en France pour favoriser la culture de soja et plus généralement la diversification des sources de protéines végétales. Et nous essaierons notamment de répondre à ces questions avec Corinne Perronnet. Bonjour. Bonjour. Les experts agricoles. Vous êtes responsable du pôle aval chez Terre Univia, c'est bien ça? Exactement. Alors, avec vous, on va déjà commencer par voir quelques bases sur le soja dans l'alimentation animale en France. Déjà, pourquoi est-ce qu'on donne du soja aux animaux et à quel moment? En fait, c'est tout simple. Le soja, c'est avant tout quelque chose de riche en protéines. Et on sait que les protéines sont indispensables à la croissance et à la production des animaux d'élevage. Donc, tous les animaux jeunes et forts producteurs, par exemple les poulets au démarrage, les porcelets, les vaches laitières productrices, ont tous des besoins élevés en protéines. Donc, ce sont des consommateurs préférentiels du tourteau de soja. Et du coup, pourquoi ces protéines en particulier, elles sont importantes à ce moment-là pour ces animaux? En fait, il se trouve que les aliments concentrés qu'on distribue aux animaux d'élevage, ils sont essentiellement composés de céréales. Les céréales représentent plus de 60% des matières premières des aliments composés. Et ces céréales, il se trouve qu'elles sont très riches en énergie, et par contre plutôt pauvres en protéines. Comme il faut équilibrer les rations pour avoir justement un équilibre protéines-énergie, on va chercher des sources de protéines concentrées pour complémenter cette grande quantité de céréales. Et du coup, le tourteau de soja, il se trouve qu'il est la matière riche en protéines la plus concentrée. Par ailleurs, le soja, comme toutes les légumineuses, comme toutes les graines de légumineuses, comme par exemple le pois, la févrole, il est très riche en un acide aminé indispensable, le premier acide aminé indispensable, qui est la lysine. Il est donc tout à fait intéressant sur le plan nutritionnel. Et à tel point qu'il est devenu la référence nutritionnelle en termes de matière riche en protéines. Tous les essais zootechniques qui visent à faire des essais en nutrition animale se basent sur le témoin tourteau de soja. Mais clairement, il y a quand même des alternatives. On n'utilise pas que du soja, en particulier justement en France. Il y a des tourteaux qu'on appelle des tourteaux secondaires, qui sont nos tourteaux de colza et tournesol, dont je parlerai éventuellement, si vous voulez, qui sont des sources locales de matières riches en protéines. Il y a aussi du soja français qu'on développe, mais qui représente moins de 450 000 tonnes de production par an en graines, alors que on utilise plus de 3,5 millions de tonnes de tourteaux de soja par an. Donc, vous voyez les ordres de grandeur. Et puis, le soja en France, il n'est pas utilisé que pour l'alimentation animale, il est aussi très prisé de l'alimentation humaine dans le cadre de la végétalisation des régimes. Et donc, vous avez parlé de tourteaux, donc plus précisément, le soja, il est incorporé comment dans les rations des Alors, des en animaux fait, d'élevage? écoutez, en fait, le soja, on l'utilise pas sous forme de graines. On l'utilise sous forme de tourteau de soja. En fait, le tourteau de soja, c'est un coproduit de l'extraction d'huile. La graine subit une cuisson, une pression et une extraction avec un solvant. Et à partir d'une graine de soja qui a en gros 20% d'huile et 35% de protéines, on extrait l'huile et on obtient un coproduit. C'est ce qu'on appelle le tourteau, qui est quasi totalement déshuilé puisqu'il reste moins de 2% d'huile résiduelle et qui par contre est très concentré en protéines parce qu'il contient au moins 45% de protéines. Et par ailleurs, ce tourteau de soja, il contient très peu de fibres. Du coup, il est très digestible. On peut donc très facilement l'incorporer en quantité variée, voire même importante, dans certaines rations, en fonction bien évidemment des besoins spécifiques des animaux aux différents stades de leur croissance, de leur physiologie. Du coup, en France, on importe des graines de soja, à peu près 600 000 tonnes tous les ans, depuis déjà un certain nombre d'années.
Ces graines sont triturées en France, dans une usine en France, pour faire du tourteau de soja déshuilé, avec moins de 2% de matière grasse résiduelle. Mais ce qu'on importe surtout en France, c'est du tourteau de soja, donc qui est, lui, trituré dans les pays dans lesquels la graine est produite, et en particulier au Brésil. On importe un peu plus de 3 millions de tonnes tous les ans. Ça doit être de l'ordre de 3,2 millions de tonnes en 2019-2020. Et là-dedans, 70% vient du Brésil. Voilà. Alors, le tourteau de soja en France, il peut aussi être expeller. Expeller, ça veut dire en fait un tourteau de soja qui est simplement issu d'une cuisson, pression ou extrusion sans extraction complémentaire à l'hexane. Ce qui veut dire que on a plus de matière grasse résiduelle, entre 6 et 10% à peu près, ce qui fait que ce tourteau de soja qu'on fabrique en France à partir de graines françaises, il est plus riche en énergie qu'un tourteau de soja totalement déshuilé classique d'importation. Et bien évidemment, comme il est français, il n'est pas OGM. Il peut satisfaire à tous les cahiers des charges qui demandent du non-OGM, du local, du français, etc. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Avant d'aborder la deuxième partie de cet épisode consacré au soja, je vais vous parler un peu de déforestation importée. Car oui, si on parle beaucoup du soja dans l'alimentation animale, c'est parce qu'il peut être responsable de déforestation importée. Schématiquement, du soja produit au Brésil, importé en France, peut être responsable du recul de la forêt amazonienne. Alors, pour en savoir plus sur les risques de déforestation importée dans les élevages français, les fabricants d'aliments, les importateurs, les distributeurs et des interprofessions se sont rassemblés en 2016 dans une structure appelée Duralim. En juillet 2021, cette structure a présenté les chiffres issus de son premier observatoire du risque de déforestation importée par le soja dans l'alimentation animale en France. Et le constat est sans appel. D'après les calculs effectués par le cabinet Cereopa, seulement 2,2% de l'alimentation animale française n'est pas garantie sans déforestation importée. Alors, pour arriver à ce résultat-là, le bureau d'études a d'abord déterminé la part de soja, en équivalent graines de soja, présente dans l'alimentation animale, fourrage compris, de 6 filières pour la campagne de 2019-2020. Ont donc été étudiées les vaches laitières, les bovins viande, les porcs, les poulets, les dindes et les poules pondeuses. D'après ces calculs, ces filières consomment en moyenne 3,5% d'équivalent graines de soja dans leur alimentation. Alors c'est un pourcentage qui est très variable d'une filière à l'autre. Il y en a par exemple 2,4% en vaches laitières, 1,1% en bovins viande et 29,5% pour les dindes. Cereopa a ensuite identifié l'origine du soja et étudié les flux d'entrée des importations. Et le bureau d'études a classé le soja consommé en France en alimentation animale en 4 catégories. Le soja origine France, le soja importé avec des origines autres que le Brésil, le soja origine Brésil sous certificat garanti sans OGM et sans déforestation, et enfin le soja origine Brésil sans garantie zéro déforestation. Et cette dernière catégorie représente 2,2% de l'alimentation animale des 6 filières ciblées. Les 3 autres catégories garantissent un soja produit normalement sans déforestation, ce qui représente 97,8% de l'alimentation animale française, qui ne poserait donc pas de problème de déforestation. Pour Duralim, ces résultats ils sont encourageants, mais ils sont toujours pas parfaits. L'organisme veut réduire ces 2,2% d'incertitude à 0%. Mais avant de terminer, je voudrais quand même vous rappeler qu'il n'y a pas que les animaux qui mettent du soja dans leur assiette, on l'a vu tout à l'heure. Selon Sojaxa, l'association pour la promotion des aliments du soja, en 2020, sur les 490 000 tonnes de soja produites en France, 20% étaient destinés à l'alimentation humaine. Et il y a fort à parier que tout le soja consommé par les Français ne soit pas produit en France. Cependant, en préparant ce podcast, nous n'avons pas trouvé de chiffres indiquant la part de soja à risque de déforestation importée dans l'alimentation humaine. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de déforestation importée et pour ça, nous sommes accompagnés de Corinne Perronnet de Terre Univia. Alors, nous avons parlé du concept de déforestation importée, du soja dans l'alimentation animale. Nous allons maintenant
nous demander d'où provient ce soja. Alors, Corinne Perronnet, est-ce que vous pouvez nous dire d'où il vient ce soja utilisé en France dans l'alimentation animale? Et comment la part de soja a évolué dans les rations des animaux ces dernières années? Il y a 30 ans, le tourteau de soja représentait 70 à 75% de la totalité des tourteaux consommés en France. Depuis 2000, on assiste à une réduction, puisqu'on n'est plus qu'aux environs de 45%. Depuis même maintenant 2014-2015, on est stabilisé aux environs de 45%. Alors il y a 30 ans, la France consommait 4 millions de tonnes de tourteaux de soja. Le maximum de tourteaux de soja consommés en France par le secteur de l'alimentation animale a été atteint en 2001 avec plus de 5 millions de tonnes. Et puis, il a régulièrement diminué. Et maintenant, il stagne en dessous de 3,5 millions de tonnes depuis maintenant 8 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, les tourteaux de colza et de tournesol ont progressé. Au départ, dans les années 90, on avait moins d'1 million de tonnes de tourteaux de colza et de tournesol chacun qui étaient consommés, ce qui représentait 15% des tourteaux. Et on a eu un maximum aux environs de l'année 2015 avec jusqu'à 2,6 millions de tonnes de tourteaux de colza, donc qui représentait un tiers des tourteaux consommés. Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. On va partir un peu du soja. Eric Young, vous êtes allé voir en Picardie une solution nouvelle contre la déforestation importée. Tout à fait, je suis allé chez Innovafeed, au sud d'Amiens. Chez un éleveur, mais un éleveur particulier, un éleveur d'insectes. Vous aimez les insectes, Marie-Astrid? Je suis pas leur plus grande fan, mais ça va. Mais les larves qui grouillent, c'est pas trop ma tasse de thé. Ah, j'en ai vu un plein saladier. Un peu comme dans Fort Boyard, là, vous voyez. Alors, Julien Terret, le responsable de la production d'Innovafeed, a posé 3 boîtes sur le bureau. Il explique les différents stades de la production. Donc ça, ce sont des œufs. Vous avez vu le mating juste avant. On récupère les œufs, ici on les fait éclore et on les récupère. Donc ça, c'est le premier stade de croissance. On appelle ça des néonates. Donc c'est vraiment des juvéniles larves toutes petites. On va venir les mettre en croissance pour obtenir, donc après 6 jours de croissance, le stade de croissance suivant qui est le stade juvénile. Donc vous voyez, déjà elles ont bien grossi. Mais là, elles sont dans le substrat de Alors céréales. ici ça c'est des... Après tamisage, en fait, il reste encore un peu de reste de substrat, de résidus de substrat qui a été consommé, donc qui est sec, puisque au départ le substrat est liquide. Il a été consommé et en fait le reste du substrat séché, mélangé aux déjections des larves, finalement fait cette genre de poudre marron là, dont on va se servir ensuite pour faire de l'engrais. Et là, elles ont multiplié leur taille quand même assez fortement en 6 jours. Et ensuite, donc à ce moment-là de leur développement, quand elles ont bien mangé le substrat et qu'on peut les tamiser, on les tamise. On va venir les doser pour faire des doses, puisque en fait, à chaque ration de nourriture va correspondre un nombre d'individus. En fait, on fait coller le nombre d'individus à la ration pour qu'elles aient toutes la même quantité de nourriture et que ça soit assez standardisé. Donc à ce stade-là, on va venir choisir si on veut faire des larves, comme ici. C'est-à-dire ? Ou si on veut faire des pupes pour refaire de nouvelles mouches. Ah oui. Donc on va venir prendre 10% de notre production pour faire des pupes, pour alimenter la colonie et refaire finalement des nouvelles mouches qui vont nous donner ensuite de nouveaux œufs. Et après, 90% de la production va être destinée à faire des larves. Donc là, elles font plutôt 1,5 cm. Une larve, ça doit faire à peu près 200 mg. Et c'est à ce stade-là qu'on vient, nous, les récolter, parce que c'est à ce stade-là où elles ont le plus grand taux de protéines. Et on va venir finalement faire ensuite les étapes d'abattage et de transformation, que vous verrez par la suite. Le défi, finalement, c'est de les récolter au bon moment, pour qu'elles soient encore au meilleur taux de protéines, juste avant qu'elles se figent pour devenir des mouches. En pratique, le lieu de l'élevage ressemble plus à un entrepôt industriel, avec des chariots mobiles sur plusieurs étages.
À côté, une grande serre regroupe les volières où les mères vont pondre pour renouveler le cycle de production. Et de l'autre côté du parking, 2 fournisseurs liés à l'agriculture, une usine d'électricité à partir de biomasse qui va alimenter en énergie l'élevage d'insectes, et une amidonnerie du groupe Tereos qui va fournir les aliments avec ses coproduits comme du son ou de la vinasse de blé. Mais ce n'est pas le seul lien avec l'agriculture puisque les produits d'Innovafeed sont destinés aux filières agricoles, comme l'explique Caroline Sassia du service marketing et communication. On a la protéine d'insecte, donc qui est cette poudre là qui sert essentiellement finalement à l'aquaculture et au pet food, donc pour l'alimentation des animaux domestiques. Donc l'huile d'insecte qui sert pour les élevages de volailles et de porcs. Donc en fait, ce sont des ingrédients qu'on incorpore à d'autres pour créer cette alimentation. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour une tonne de protéines d'insectes, en fait, on a à peu près 300 kg d'huile. Et donc on a le frasse, donc sous forme de pellets. Donc le frasse, donc ce sont les déjections qui servent d'engrais organiques. Merci Eric. Ces élevages ont l'air passionnants, mais là on parlait de soja et de déforestation importée. Mais on y vient, parce que l'huile d'insecte va s'intégrer dans l'alimentation animale à la place des huiles de soja importées, par exemple. Reste à savoir si ce n'est qu'un concept ou si ça existe vraiment. Voilà les réponses de Mathilde Bussard qui a monté des filières zéro déforestation. Et donc on s'est effectivement associé avec Auchan pour lancer des filières responsables. On en a lancé 3 en 3 ans. On a commencé avec la truite, nourrie à l'insecte, en 2018. Ça a été suivi de la volaille en 2019 et on a lancé le porc en février 2020. Et donc là, effectivement, si vous allez dans les magasins Auchan du nord de la France, vous pouvez trouver dans les étals, depuis 1 an maintenant, du porc nourri avec... Donc on a remplacé les huiles végétales importées, qui sont souvent en fait des huiles végétales issues de zones à déforestation. Enfin, c'est vraiment cette déforestation-là cette déforestation importée qu'on a cherché à diminuer, à éradiquer. Et donc en remplaçant avec cette huile d'insecte qui est produite localement dans les Hauts-de-France et qui a un impact à la fois carbone et déforestation absolument incroyable. C'est-à-dire que donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est 80% de CO2 en moins. Et d'un point de vue déforestation, en fait, notre activité d'insectes, elle n'a aucun impact sur la déforestation. Donc on a mené une analyse cycle de vie avec un expert externe qui s'appelle Cantis. Et donc ce qu'on a pu démontrer, c'est que l'huile d'insecte, en fait, 1 tonne d'huile d'insecte utilisée dans l'alimentation des animaux, ça permet de préserver 3800 mètres carrés de terres arables. Donc c'est vraiment des terres pour lesquels on ne va pas avoir besoin d'aller chercher de l'espace, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça, un des problèmes de la déforestation, c'est que pour l'agriculture, dont d'ailleurs 70% de l'agriculture est utilisée pour l'alimentation des animaux, pour l'agriculture, on a besoin d'espace. Et c'est ça qui crée de la déforestation. Donc une solution comme l'huile d'insecte, ça permet vraiment de limiter ça. Et c'est grâce au modèle de ferme verticale. C'est une empreinte au sol vraiment minimalisée, quoi. Oui, ferme verticale et technologie associée. Et technologie voilà, associée, parce que on peut avoir des fermes verticales, mais quand on n'a pas cette technologie qui nous est propre, on a moins d'efficacité, ce dont on parlait tout à l'heure en termes de collecte et d'efficacité de l'élevage, en termes de bien-être aussi des mouches pour qu'elles puissent justement se reproduire au mieux dans les meilleures conditions finalement, dans des conditions optimales qui font que on peut avoir l'impact recherché. L'implantation d'Innovafeed à Nesle vers Amiens emploie 250 équivalents temps plein. Elle occupe 15 000 m². L'entreprise ambitionne de créer 10 usines similaires d'ici à 2030. Elle construit une autre usine 4 fois plus grande dans l'Illinois à partir de résidus de maïs. Enfin, il existe d'autres éleveurs d'insectes, comme Insectes avec un Y, en cours de construction également vers Amiens. Comme nous venons de l'entendre, les filières d'élevage se mobilisent pour réduire l'utilisation de soja, qui est responsable de déforestation importée. Des filières françaises se montent pour produire localement des protéines végétales et même des protéines via des insectes. Dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles, nous allons évoquer les initiatives prises pour développer la filière soja, mais plus largement la filière des protéines végétales en France. Nous évoquerons aussi les obstacles qu'elle rencontre et, pour cela, nous sommes rejoints par Françoise Lavalette. Bonjour. Vous êtes responsable amont chez Terres Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales.
Alors, pouvez-vous nous brosser un portrait rapide de la filière soja en France ? Alors, la filière soja en France est en plein boom. Alors, il s'agit du soja non OGM, bien sûr, et non déforestant. Les surfaces, en fait, elles ont été multipliées par plus de 4 depuis 2013, pour nous conduire aujourd'hui à environ 180 à 190 000 hectares. Et ça n'est pas fini. Ça s'est réparti dans toute la France ou c'est... Alors, les surfaces sont essentiellement réparties aujourd'hui dans le sud-ouest de la France et dans l'est de la France. Alors, pourquoi ces deux bassins ? Parce qu'ils ont une certaine tradition du soja. Les agriculteurs ont déjà une connaissance de cette culture, ou avaient une connaissance de cette culture. Et puis, tous les maillons aussi qui suivent, les collecteurs, qui savent comment traiter et utiliser cette graine, des transformateurs qui avaient déjà aussi une petite habitude de transformation de cette graine dans ces bassins. Donc naturellement, il se développe à partir de ces bassins et il se déploie au fur et à mesure des années de plus en plus loin de ces bases. Et comment on s'en sert, le soja ? En quoi c'est important ? Alors le soja, c'est important au niveau mondial, c'est important aussi en France. Pourquoi ? Parce que sa graine est ultra riche en protéines, plus de 40%. C'est-à-dire, pour se faire une idée, c'est 3 fois le blé, peu ou prou 2 fois un légume sec. Ça contient aussi de l'huile, donc double usage. Les protéines pour l'homme ou pour les animaux, sous forme de tourteaux, après ce qu'on appelle l'opération de trituration, et l'huile que l'on consomme dans certains pays. D'ailleurs, nos amis italiens en consomment assez régulièrement. Alors, combien de tonnes de soja importons-nous et plus précisément de soja, déforestant ? Alors, je vais commencer par vous dire que pour certaines utilisations, notamment en soy food, jus de soja, tofu, etc., que nous consommons, tout le soja vient de France. Ensuite, pour la partie alimentation animale, effectivement, nous avons des importations, beaucoup moins que nos voisins européens d'ailleurs, environ 5 à 600 000 tonnes de graines et 2,9 millions à peu près de tonnes par an de tourteaux, directement utilisables par l'alimentation animale ou les éleveurs. Est-ce qu'on sait si c'est déforestant, ces importations ? Alors, en France, on sait que c'est minoritaire, les importations déforestantes. Et déjà, beaucoup d'efforts ont été produits ces dernières années, à la fois par les fabricants d'aliments et les industriels, pour vérifier leurs origines d'importation, voire même, pour un certain nombre déjà, d'avoir des filières qui sont certifiées durables et donc non déforestantes. Alors, au niveau national, quelles initiatives permettent le développement de la filière soja ? De nombreuses initiatives. Lesquelles ? Au niveau de l'interprofession et de son institut technique Terre Innovia, un accompagnement de tout temps, et évidemment renforcé ces dernières années, pour accompagner à divers niveaux. Premièrement, on a toujours soutenu fortement les semenciers pour qu'ils produisent des variétés adaptées à nos zones pédoclimatiques. Ensuite, bien entendu, tout ce qui est soutien à la culture, assez logiquement, sous forme de conseils, d'acquisition de références sur comment on peut résoudre certains problèmes techniques, par exemple le désherbage, par exemple l'inoculation, puisque rappelons-le, c'est une légumineuse le soja. Et puis, bien sûr, des gros soutiens à la structuration de filières. On a travaillé main dans la main avec les acteurs locaux pour avoir un certain nombre de connaissances, par exemple les procédés de transformation du soja, ou bien l'utilisation de ces tourteaux locaux que l'on appelle tourteaux gras, et donc pour permettre à des filières de s'ancrer dans les bassins et autour d'unités de transformation, ce qu'on appelle de petites à moyenne capacité. Certains de vos auditeurs se reconnaîtront d'ailleurs dans cette définition d'apporteurs de soja de petites unités locales. C'est combien une petite unité locale pour avoir une idée en tonnage ? Oui, alors une petite unité, ça va en général de 15 000 à 30 000 tonnes an. Et ce qu'on voit, c'est depuis
peu de temps, récemment, ce sont des augmentations de capacité qui peuvent aller, on va dire, jusqu'à 50, 60, 65 000 tonnes par an. Au niveau national, le gouvernement a présenté un plan protéines pour développer les protéines végétales en France. En quoi consiste-t-il et est-il assez ambitieux pour le soja particulièrement ? Alors, le soja est un excellent candidat pour le plan protéines. Pourquoi ? Parce qu'il répond à la fois à des objectifs de lutte contre le changement climatique. Là, c'est une légumineuse, elle utilise extrêmement peu d'intrants, elle peut être cultivée en bio, donc elle a des tas de qualités au niveau environnemental de la culture. Et puis, c'est un bon candidat, on l'a vu, parce que nutritionnellement, eh bien, il est très intéressant pour l'alimentation humaine et surtout, je dirais, pour l'alimentation animale en volume. Et donc, c'est un excellent candidat pour ce plan protéines végétales, pour améliorer, on va dire, notre indépendance, qui est déjà assez élevée par rapport à nos camarades européens. Alors, est-ce qu'il est suffisant ? Alors, on va dire peut-être non, s'il ne se prolongeait pas, et oui, dans le sens où il nous a permis, j'allais dire, de mettre les bouchées doubles sur l'investissement, soutien à l'investissement chez les agriculteurs, pour qu'ils s'équipent, par exemple, de coupe flex sur le soja, investissement en aval des agriculteurs chez les industriels, investissement sous forme plutôt de R&D, recherche et développement, pour accompagner des tas de plateformes partout au-delà de ces bassins traditionnels, et puis un soutien important aussi à l'innovation variétale. Et si la France est seule, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on sera suffisamment fort pour impacter sur ces histoires de déforestation importée ? Ou est-ce qu'on va se battre tout seul dans notre coin ? Alors, la France, tout d'abord, vous le voyez, on est déjà en train de s'armer sensiblement avec ce plan protéines. On y croit, tous, collectivement dans la filière, pas que l'interprofession en tant que telle, mais avec tous les acteurs économiques. Donc on a un vrai espoir d'améliorer encore cette souveraineté protéique. Ce qu'on fait chez nous, c'est ce qu'on n'importe pas. Et ce qu'on n'importe pas, on est sûr que on a un impact par la réduction même des importations sur le global déforestant. Ensuite, on a aussi beaucoup espoir dans le sens où nous avons aussi d'autres sources de protéines en France. Plein de sources de protéines. Et c'est pour ça le colza, le tournesol, etc., les protéagineux. Et c'est pour ça qu'on est déjà 20 points de moins dépendants en protéines végétales que les Européens en moyenne. Donc je dirais on a déjà fait un grand pas, mais on peut encore en faire plus. Eh bien, pour faire ce grand pas, de quoi vous avez besoin pour développer encore plus la filière soja ? Alors, la filière soja, on a des ambitions de la doubler, déjà, d'ici 2030. Alors, pour la doubler... La doubler en production, quoi. En production, évidemment aussi en transformation, on travaille en filière. Donc, l'idée, c'est ce que je produis, j'essaye de le valoriser au mieux dans la zone de production ou, à minima, au niveau français. Alors, pour ça, bien sûr, on s'appuie sur tout ce qu'on sait déjà faire dans les bassins qui maîtrisent bien cette culture, mais on a vraiment l'ambition qu'elle puisse se déployer au-delà de ces zones traditionnelles. C'est quoi ? C'est des mouvements vers l'ouest de la France, des mouvements vers le nord de la France, et vers l'est de la France, la renforcer encore, par exemple, dans les régions des Hauts-de-France. Pour cela, on a besoin, on l'a dit tout à l'heure, le plan protéines, 2 ans, ça ne suffit pas. Pour avoir des résultats en innovation, pour que tout le monde s'approprie la culture, il nous faut du temps. Donc il faut que les soutiens continuent. À la fois au niveau français, et nous on se mobilisera, toute la filière, et puis on compte aussi sur les dispositions de la nouvelle PAC, qui ont reconnu les légumineuses comme jouant un rôle important dans pour la partie agro-environnementale, mais aussi pour l'indépendance protéique. Donc on a des pistes sérieuses avec les éco-schemes, etc., de voir ces légumineuses prendre une place plus importante dans les assolements, y compris par le biais d'une politique agricole commune adaptée. Les éco-schemes, on appelle ça les éco-régimes chez nous. Voilà. Françoise Labalette, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à nos 2 invités.
Je rappelle que vous êtes respectivement responsable amont et responsable aval chez Terre Univia. Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu. La technique était assurée par Michael Icard et Quentin. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast et si vous nous donnez un coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée.